Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Jessie. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Merci pour l'invitation. Je suis ravie que tu témoignes aujourd'hui. Parce que ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. On s'est connus par le cabinet de naturopathie. Tu étais venue me voir en consultation. Et moi, je t'ai connue avant le projet bébé. Et c'était chouette de t'accompagner dans tout ce déroulé, dans tout ce parcours. Et quand t'es venue, c'était pas du tout d'ailleurs pour un sujet de conception. C'était venu pour de la naturopathie pure. Ouais, pour entendre un peu les bases, les choses que peut-être les manquaient un peu que j'avais dans l'alimentation, qui pour moi me paraissaient essentielles pour ma santé en général. Et puis rapidement, on a parlé de la partie émotionnelle, puisque moi, c'est un de mes grands sujets de prédilection avec le psychogestionnel, qui est une méthode de thérapie brève de guérison des blessures liées à l'enfant. Et surtout, on parle beaucoup d'enfants intérieurs. Sans parler de bébé. Hein. Sans parler de bébé. Vraiment de guérison des blessures de notre propre enfance. Et toi, tu avais déjà dans cette... tu me dis si je me trompe, mais tu avais déjà dans cette optique, dans cette idée, une démarche une démarche aussi de un jour devenir maman. Et c'était très clair pour toi qu'il y avait des choses que tu avais à guérir de ta propre enfance avant de devenir maman. Ouais, parce que on a tous des blessures de l'enfance, quelle que soit l'enfance qu'on a eue, même si on a des enfances heureuses, il y a toujours des choses qui nous restent. Et pour moi, ça me paraissait essentiel, voire même vital, de cheminer et de guérir un peu ces blessures, prendre du recul par rapport à ces blessures avant d'être maman. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à te demander ce que tu faisais donc en psychogestionnel, j'étais pas du tout dans un projet bébé. C'était déjà j'avais subi comme un traumatisme familial, donc j'avais besoin de cheminer, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de clés pour avancer, et du coup je sentais que j'avais besoin de guérir des choses ou d'apaiser des choses en moi. Déjà dans un premier temps c'était ça. C'est vrai que c'était pas du tout dans le but de dire je fais ça dans 1 an et j'aurai un bébé. Non, pas du tout. C'était déjà de régler ça. Et oui, parce que c'est la base, et après, pour devenir parent, on a envie d'être dans les meilleures conditions, quelque part. Alors, même si les meilleures conditions n'existent pas, mais émotionnellement, c'est une période, que ce soit la grossesse, la naissance, et puis après, dans le postpartum, n'est-ce pas ? C'est des périodes hyper intenses émotionnellement, et quand on est encore soi-même fragilisé, chamboulé par nos propres histoires, l'arrivée d'un enfant dans notre vie, ça peut vraiment venir faire ressurgir ces problématiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se rejouer. Ça peut être très important. Mais ça, on le comprend que quand on est enceinte ou que quand le bébé est là. En fait, avant, on l'entend que on a comment tu dis qu'on est dans la transparence psychique. Ouais, on est chamboulé. En fait, sans se rendre compte, les choses elles arrivent. On a beau se dire si on est sensible ou pas sensible, non, je pense que ça doit arriver à tout le monde. Et en fait, c'est un mécanisme normal. Je pense qu'il y a le cerveau qui se modifie parce qu'on se prépare à l'arrivée d'un autre enfant, de notre bébé. Et du coup, quand j'ai été enceinte, quand j'ai eu mon bébé et que donc j'étais dans le postpartum, je me suis dit, j'étais contente d'avoir, même si j'avais des moments de fragilité, même si des moments qui étaient difficiles, j'ai dit, j'étais contente d'avoir fait ce travail avant. Parce que je sens qu'il y a des choses qui m'ont apaisée, qui m'ont renforcée
en tant que femme, en tant que maman, qui m'ont donné confiance. Parce qu'en plus, souvent quand on est maman, on se dit je vais m'appuyer sur l'expérience de ma mère ou de ma tante ou de ma sœur. Et c'était pas mon cas. Je pouvais pas et je ne voulais pas parce que je savais que si je le faisais, c'était dans le jugement et je n'en voulais pas. Je voulais pas de jugement familial, de dire faut que tu fasses comme ça, moi je sais, donc ça c'était non. Donc le fait déjà avant d'avoir cheminé sur le psychogestionnel, d'avoir apaisé des choses en moi, ça m'a renforcé, ça m'a donné confiance dans le fait de devenir maman et que c'était ok si j'avais pas de soutien auprès de ma mère ou même d'autres membres de ma famille. Après j'ai cherché d'autres, mais c'était moi qui cherchais qui je voulais comme soutien pour les questions, toutes les questions qu'on a en tant que jeune maman. Et tu dirais, qu'est-ce qui a motivé Alors, il n'y avait pas cette envie de bébé, et qu'est-ce qui, toi, a motivé vraiment ta démarche d'aller travailler, c'est un outil de développement personnel, donc d'aller travailler avec cet outil, et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de « Ah, ok, en effet, mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure, ma petite Jessie intérieure, elle a besoin d'aide, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle ». Déjà, avant de te connaître, je connaissais pas ce cheminement-là de l'enfant intérieur. Je n'avais jamais entendu parler. Mais par contre, j'ai senti que dans mon histoire, il y avait des choses qui me venaient non seulement de ma mère, mais aussi de mes ancêtres. Et des choses, en fait, je sais pas comment dire ça, mais... tu sais, c'est quand t'as une situation, t'as l'impression, dans la situation, tu te remets en question, ok, et t'as d'autres situations que tu revis, tu dis, mais mince, je porte quelque chose, mais c'est pas que moi. Et du coup, c'est pas que moi dans le sens, en fait, je porte aussi des choses de mon héritage familial au-dessus, et que donc, j'ai trouvé que le psychogestionnel était un merveilleux outil pour aller travailler sur les ancêtres, sur non seulement nos relations familiales, mais aussi au-dessus. Et donc du coup, comme j'ai senti que je portais des choses aussi de mon héritage familial, il y a aussi du positif, mais pas que, parce qu'il y a aussi du positif. C'est ce qui fait qu'on est femme aujourd'hui et qu'on est comme ça, mais qu'il y a des choses, on a besoin de les régler. Peut-être qu'on est aussi là sur Terre aussi pour aussi aller guérir certaines blessures au-dessus de nous, hein. Comme notre enfant nous choisit pour aller certainement aussi aller titiller des points. Bon, bref. En plus, t'es en train de lire les 9 marches, oui. Le livre Les 9 marches. Je viens juste de le commencer. Okay, ouais. Et du coup, pour moi aussi, je me disais, demain je veux avoir un enfant, je voudrais. Il n'y a pas d'idéal, mais je voudrais pas. Je pense qu'on peut pas faire à 100% un reset, mais je voudrais pas je voudrais pas lui relarguer ses cadeaux empoisonnés. Et oui, il y avait une notion de. Ça me parle beaucoup ce que tu dis de. Ok, moi dans mon enfance, il y a eu pas mal de blessures, il y a eu des choses qui ont été souffrantes pour moi, et je veux pas les transmettre. Je veux faire différemment, mais comment on fait ? Oui. Comment on fait ? Moi, c'est souvent ce que j'explique au cabinet, c'est que la première chose, si on va à contre-courant de ce qu'on a reçu, en fait, c'est les deux versants d'une même pièce. Donc, qu'on fasse la même chose ou complètement l'opposé. Donc, c'est une des voies, c'est comment je vais guérir moi, comment je vais m'apporter à moi-même ce que peut-être j'ai pas reçu dans l'enfance, d'amour, d'affection, de soutien, de bienveillance, de soins. Comment je vais me l'apporter à moi-même pour après être en mesure, en capacité de le donner à son enfant. Il y a un livre que tu m'avais conseillé, c'est marrant parce qu'après c'est toi qui m'as conseillé plein de livres où on parle aussi beaucoup des porte-avions et de cette notion de l'équilibre émotionnel du docteur Anne Reynaud. Voilà. Et il y a cette notion aussi de vase à remplir chez nos enfants, de vase affectif, quand ils sont en demande, on le voit quand ils sont un peu plus grands, les pleurs de décharge, tout ça. Même quand ils sont bébés, en fait, on sent qu'on a besoin d'avoir un porte-avions quelqu'un. On peut aller voler partout dans la pièce, dans la maison, parce qu'on sait qu'on peut revenir en sécurité quelque part. Voilà. C'était ça le porte-avions, comme elle expliquait. Bon, c'est dur à schématiser, expliquer, mais oui, d'être ce parent sécurisant, bienveillant, et pour être ce parent sécurisant, mais il faut que nous-mêmes on se sente en sécurité.
Et ça, quand il y a eu une enfance un peu tumultueuse, où il y a eu des choses qui ont été vécues, parfois nos parents ils font de leur mieux, mais eux-mêmes ont reçu un bagage, un héritage. Et pour eux c'est normal de le revivre pareil. Où ils n'ont pas conscience, et du coup de vraiment se sécuriser. Et ça, le psychogestionnel le fait, donc c'est un outil de visualisation et aussi de grande connexion au corps. Et il y a aussi cette notion donc de vase affectif, et souvent on peut l'observer, et d'ailleurs parfois on peut s'observer le faire. Moi je l'entends souvent quand même chez certains parents, où l'enfant, on va donner à son enfant tout ce qu'on aurait aimé recevoir. Alors c'est pas que c'est mal, sauf que tout cet amour, il n'est pas donné à la bonne personne. Ça, on le voit souvent quand avec les jouets, on offre le jouet qu'on n'a jamais pu avoir. Et comme on est un peu dans une société matérialiste, c'est tellement facile d'aller offrir la grande maison de poupée qu'on a toujours rêvé, qu'on n'a jamais eu. Mais c'est que du matériel, quoi. Voilà, donc c'est comment déjà de comprendre que oui, bien sûr que naturellement on va donner à nos enfants, mais c'est de nous donner à nous-mêmes ce qu'on aurait eu besoin de recevoir. Et une fois que notre vase il est plein, d'ailleurs on dit qu'on devrait se donner 2 fois à soi-même avant de redonner à l'autre, de façon générale, donc nos enfants encore plus. Quel temps on s'octroie, et ça je trouve que c'est important d'en parler dans un podcast comme Mama Libré, où on parle de la maternité, parce que parfois on est très concentré pendant la grossesse sur la maman, mais pour le bébé, et une fois que le bébé est là, quel soin, quel temps on s'accorde à soi-même, et il est vraiment réduit, alors que une maman qui va bien, c'est un bébé qui va bien. Donc il y a tout ce chemin. Toi, tu dirais que tu as mis qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience dans ton histoire des blessures qu'il était important de guérir pour continuer de cheminer sereinement, ou est-ce qu'il y avait des choses qui t'entravait vraiment et qui faisait que tu n'arrivais pas à vivre ta vie comme tu l'aurais souhaité? Aujourd'hui, avec le recul, sur le moment, c'est très dur de dépatouiller, parce que comme nos parents, c'est le seul exemple qu'on a eu, on a très peu de comparaisons. Alors des fois, on voit comment ça se passe chez une copine ou ailleurs, mais le côté... j'avais quand même beaucoup de culpabilité. Et de me dire en fait non, c'est pas normal, parce qu'en fait il y a toutes ces blessures, tant qu'on se remet pas en question, on se dit c'est normal de se sentir coupable parce que son conjoint il est énervé pour une chose, ou parce que son patron au travail il est pas content d'un truc. Non, t'as fait du mieux que t'as pu, et non, c'est pas ok de se sentir coupable pour tout. Et je pense qu'il y avait aussi la chose moteur, c'est l'histoire de l'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? Et je me demande d'ailleurs si c'est pas toi la première, ou vraiment toi qui m'a vraiment un peu expliqué, ou fait comprendre en fait ce que ça peut être et ce que ça nous apporte d'avoir un amour inconditionnel. En fait, je sens que dans mon éducation, c'est ce qui a péché. Et en fait, c'est en voyant mon compagnon avec ses parents que j'ai dit tiens, c'est ça en fait un amour inconditionnel, mais je pouvais l'observer, mais je pouvais pas vraiment le toucher ou arriver à dire c'est comme ça ou pas comme ça. Donc il a fallu que je le travaille sur moi avec l'enfant intérieur. Et en fait ça peut paraître anodin, mais c'est tellement énorme quand on dit à ton enfant intérieur je t'aime d'un amour inconditionnel, et juste les phrases je serai toujours là pour toi, je suis là pour te protéger. Mais juste ces mots-là, on sent, d'ailleurs j'ai le cœur qui grossit quand je le dis, ça peut paraître tout simple, mais c'est tellement énorme, parce que finalement, mais je sais que mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, et qu'ils l'ont fait avec l'amour qu'ils ont reçu, et ils m'ont donné tout l'amour possible, mais pour autant, moi je me dis que si je suis aussi là sur Terre, c'est déjà pour faire aussi bien qu'eux, et si je peux faire mieux, c'est bonus. Et du coup, dire que là-dessus, après, les générations qu'on a eues, nos parents, nos grands-parents, la guerre, tout ça, ont influé forcément les modèles éducatifs. Mais je rejette pas du tout je rejette pas ce que mes parents m'ont donné, ou le système éducatif qu'ils m'ont donné. Mais j'essaie de dire, ça m'a manqué. Et l'amour inconditionnel, ça m'a manqué.
Et de le fait, voilà, de l'aborder, de mieux le comprendre. Déjà, voilà, de l'avoir un peu pour soi, déjà juste pour soi-même. On dit qu'on doit d'abord s'aimer soi-même, mais qui vous apprend à vous aimer vous-même ? Qui vous explique ? Enfin, c'est un concept qui est assez vague et qui est assez difficile. Après, on arrive à mieux le comprendre. Et du coup, après, c'est toutes ces blocs-là, ces fondations-là qui, je pense, aident et confortent quand on devient maman. Et oui, parce que quand tu dis s'aimer de façon inconditionnelle, pour moi, le psychogestionnel, donc c'est une thérapie de guérison de l'enfant intérieur et c'est surtout un grand outil de reconnexion à soi. Et du coup, on vient vraiment travailler sur l'amour de soi, du coup sur la confiance en soi et de devenir maman. Mais je trouve que dès le moment où le test est positif, c'est hyper important ce capital confiance et cette connexion au corps aussi que cet outil, le psychogestionnel, apporte parce qu'il y a une grande connexion, une reconnexion à son corps, à ses sensations, puisque le corps, il a mémoire de tout, il se souvient de tout, même ce que notre mental ne se souvient pas. Et de dire, d'être en capacité de ressentir quand quelque chose nous est proposé, que ce soit même au niveau médical, au niveau de la façon d'accoucher, au niveau de la façon de s'occuper de son bébé après, d'être en capacité de se dire « Ok, attends, je prends un temps et je me pose la question à moi-même, de moi-même à moi-même, parce que je suis la seule à avoir la vraie réponse, celle qui est juste pour moi, et de me dire « Ok, en fait, non, pour moi, ça, c'est pas ok. » Et pour moi, ça, c'est la chose la plus puissante qu'on puisse transmettre à une femme. Je suis d'accord. En fait, l'extérieur, tu sais quoi ? On n'en a rien à faire. C'est toi. C'est toi. Donc là, on va t'apprendre à te connecter à toi. Et ça, c'est vraiment... C'est un cadeau énorme, peut-être même le plus important. Et c'est vrai qu'on a beau te dire, souvent tu l'entends, seule une maman sait ce qu'elle va pour ton bébé, mais si t'as pas confiance en toi, si t'as pas d'estime, parce qu'on dit souvent qu'il faut d'abord l'estime pour soi avant la confiance en soi, parce que s'il manque l'estime, la confiance, elle est quand même beaucoup plus compliquée. Et du coup, c'est vrai qu'après, après les séances de psychogestionnel, on se ressent beaucoup plus connecté au vrai soi, à la vraie Jessie, parce que en fait, on reste, je crois, pas me tromper, on reste toute notre vie connecté à notre enfant intérieur. Moi, j'aime bien donner l'image des poupées russes. Oui. En fait, on est la dernière version de la poupée russe et on a toutes les petites poupées à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment de prendre conscience que toutes ces petites poupées, même si nos parents deviennent les parents, le parent idéal, ils n'ont plus accès à ces poupées intérieures. La seule personne qui a accès à ces parties de nous, parce qu'on a tous les âges en nous, c'est nous-mêmes. Et on en est responsable. Et on est adulte responsable de toute cette partie de nous. Et c'est ça qu'on fait parfois dans la visualisation, comme tu l'as dit à l'instant, en fait, maintenant, je suis là, quoi que t'aies vécu, aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Je te protège, t'es en sécurité. Et en fait, on sort complètement de ce côté infantilisant. Et d'ailleurs même toute notre société joue beaucoup sur cette infantilité qui est palpable chez de nombreuses personnes. On est nombreux à être restés longtemps dans cette ce schéma de il y a une partie de nous, la publicité, les publicitaires, tout le monde use et abuse de cette fragilité aujourd'hui chez de nombreuses personnes, ce côté de l'enfant intérieur qu'on peut toucher. Et c'est aussi notre grande force, cet enfant intérieur, quand on va le récupérer et qu'on le réintègre à nous, parce que c'est notre créativité, c'est notre joie de vivre. Et c'est aussi cet enfant intérieur qui va nous permettre de pouvoir, se dire, avoir conscience d'être en connexion avec notre propre enfant. Quand on aura un enfant aussi à naître, c'est ça, c'est toute cette empathie qu'on va reconnecter. Parce qu'on l'a reconnecté à nous-mêmes déjà. Parce que je crois que, tu me dis si je me trompe, mais une des bases de la psychogestionnelle, c'est que quand on a eu des blessures dans l'enfance, en fait, on y laisse des fragments d'âme. C'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, ce cheminement permet d'aller récupérer tous ces petits fragments d'âme qui finalement nous fragilisaient et qui permet peut-être aussi, en les remettant, de renforcer notre estime pour nous et notre confiance en soi. Et tu vois, quand tu me dis ça, en fait, ça me fait penser que j'ai déjà entendu auprès de femmes, j'ai pas ressenti l'instinct maternel. Alors, je pense que peut-être que pour des femmes, c'est plus difficile que pour d'autres. Mais moi, je l'ai vraiment senti, l'instinct. Et je pense que c'est lié à notre intuition, c'est lié à
notre l'histoire, enfin l'humanité en tant que femme. On est descendants de femmes d'hommes des cavernes et que on est connecté à tout un savoir ancestral. Le savoir, il est quand même là, même si des fois c'est dur de le faire sortir, mais je pense que le fait d'être connecté à soi, d'être relié à soi, d'être relié à son intuition, quand tu dis les autres ils font ce qu'ils veulent, mais moi je sens, je pense que c'est peut-être ça qui aussi aide à être relié à son intuition et à son instinct maternel, à sentir ce qui est bon pour nous et pas bon pour nous, ce qui est bon pour notre bébé. Ouais, c'est sûr, il y a ce côté, comme tu dis, de reconnexion à soi et de connexion de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'en psychogestionnel, on parle beaucoup des prisons, notamment les plus gros, c'est ceux de nos parents, puisqu'on part du principe qu'on est, avec le psychogestionnel, qu'on est tous des êtres d'amour, et que y a cet être d'amour, il va être emprisonné par des peurs, des systèmes de croyances, des schémas de fonctionnement, et ça, c'est ce qui va emprisonner l'amour de nos parents. Et quand on enlève ça, et que chacun, les parents et les enfants, donc un petit enfant qui naît, lui, il n'a pas cette carapace. Et quand nous, en tant qu'adultes, on a fait le travail et on a enlevé toutes ces prisons, on est en capacité d'être dans une relation de cœur à cœur. Et on est en capacité, et moi je l'ai vraiment expérimenté, d'être dans une sorte d'hyper-empathie, du moins avec nos enfants, qui est... Ouais. Des fois c'est lourd. Des fois c'est lourd, mais c'est aussi notre super pouvoir. Ouais, parce qu'on ressent tout. On ressent tout pour eux, puis on est plus à l'écoute. Surtout les premiers mois ou la première année. Je pense que si on a confiance en nous, on aura confiance en le ressenti qu'on a de notre bébé. En tout. Moi, je me souviens même, ça m'a donné beaucoup de confiance aussi quand mes enfants étaient malades, quand j'avais dans la confiance que je leur accordais aussi à eux. Parce que puisque d'un coup, tout ce qui faisait mon environnement et pouvait me faire peur avant, je l'avais déconstruit, et c'est des peurs que je leur transmettais pas. Oui. Donc moi, je sais que dans mon entourage, il y a plein de gens qui sont un peu... ça peut surprendre dans la façon dont j'éduque mes enfants, ils sont assez libres. Oui, ma fille, rapidement, elle montait en haut d'un petit muret, ou montait les escaliers, les descendait, parce que je la connaissais tellement. J'aurais pas laissé n'importe quel enfant, c'est pas un enfant que je laisse faire, c'est elle, là, maintenant. Et dans la situation que tu connais. Voilà, dans la situation, dans un lieu que je connais, et du coup, j'ai confiance. Je sais que tout va bien et que je sais que c'est sécurisé, du coup elle se sent en sécurité, du coup elle a de la confiance et du coup tout va bien. Mais c'est tout ce travail de connexion et d'empathie, et en effet quand on parle de fibre maternelle, je pense qu'avant tout c'est ça. Ça peut s'extrapoler, cette fibre maternelle, de comment on rentre en empathie, et parfois dans notre société nos émotions elles sont tellement pas les bienvenues que rapidement on va créer aussi des carapaces pour rentrer moins en empathie et pas être dans l'émotion en permanence, puisque ces émotions elles ne sont pas très acceptées, très tolérées. Des fois à l'inverse c'est dur, parce que quand on est trop dans les émotions, après le soir on est vidé et on n'en peut plus. C'est vrai. Mais pour autant c'est ce qui nous permet de décoder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur les émotions ça commence un peu à quand même évoluer, on en parle, mais je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, ils disent oui, alors d'un côté on en parle, sauf que si le parent le soir il rentre, il est fatigué mais qu'il le dit pas à son enfant, il ment sur ses émotions, et donc l'enfant il sent qu'il le ment, et il comprend qu'il y a un malaise aussi, et il faut arriver à le verbaliser en disant ce soir je suis fatiguée, j'ai pas trop de patience, mais au moins déjà de le verbaliser, et ça, être capable de dire ce soir je suis comme ça, je suis triste, je suis joyeuse, je suis pas bien. C'est aussi important de le faire même à nos bébés, même quand ils parlent pas, parce qu'ils le ressentent aussi. Oui, ils le ressentent, et c'est vrai qu'on n'a pas fait partie des générations, peut-être que nos enfants le feront mieux que nous, mais où avoir des émotions, juste pleurer. Peut-être parfois, à la limite, t'avais le droit à une gifle en plus parce que tu pleurais. J'extrapole, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que tout le monde l'a plus ou moins vécu. Oui, ou laisse-la pleurer, elle pissera moins de soir. Voilà. Moi, je le vois. Ou elle fait un caprice. Oui, la notion du caprice, ou même... moi, je l'ai beaucoup entendu pour mes enfants. Que mais je les laissais pas assez pleurer, je répondais à tous leurs caprices. Pour moi, un bébé de moins d'1 an qui fait pas de caprice, c'est juste même sa façon d'exprimer ses besoins. Il peut pas faire autrement que... Et même, je pense qu'en vrai, il n'y a pas d'âge. Un enfant qui pleure, et s'il a été écouté,
Bah après la vraie notion de caprice, on l'aperçoit, on le sait en tant que parent. Oui, je vois ce que tu veux dire. On est en capacité et de même leur dire. Moi, ma fille est très forte pour ça, à faire semblant de pleurer et tout. Et juste, on lui dit, non, mais en fait, là, est-ce que tu vois que tu fais un caprice? Parce que nous, on le voit. On est d'accord et elle a même pas à s'empêcher de rire, en fait. Tellement c'est raté, le truc. Mais t'inquiète pas, elle trouvera un autre circuit pour essayer de t'avoir aussi. Mais à la fois, quand on a ce cheminement-là avec nos enfants, après, on est surpris par les réflexions qu'ils arrivent à nous faire. Oui. Parce que eux, ils ont de l'empathie, du coup, ça développe leur empathie. C'est ce qu'explique un des livres du docteur Anne Reynaud, là, dont on parlait tout à l'heure, sur l'équilibre émotionnel, ou je ne me rappelle plus exactement du terme. C'est que du coup, si on est à leur écoute, et ben eux, ça leur apprend à être à l'écoute de leurs émotions, et du coup, ils arrivent mieux à les exprimer aussi, et à être en empathie avec ses parents, ou dans la fratrie, ou ailleurs, quoi. Oui, mais d'ailleurs, moi, je le vois beaucoup avec mes enfants, à quel point ils sont à l'écoute des autres enfants. Ils sont en capacité de rentrer en empathie, d'observer, il n'y a pas... en tout cas, je ne l'ai pas vu faire encore. Alors, ma fille, elle n'a que 4 ans, mais en tout cas, chez mon fils, je ne l'ai jamais vu, et même chez des enfants très différents, mettre à l'écart un autre enfant. Ouais. Et c'est pas moi, il est dans ce truc plus ou moins d'inclusion, même quand il y a des grandes différences et tout. Et de cette capacité de rentrer parce que ça fait de la peine ou parce que il n'arrive pas toujours à le faire avec sa sœur. C'est plus difficile. Oui, faut dire qu'on le comprend aussi un peu. Comme exercice, mais voilà, ouais, donc il y a vraiment ces notions dans le psychogestionnel, ouais, de connexion, reconnexion à soi. Et toi, tu dirais que une fois que tu étais dans ce projet bébé, est-ce que tu as continué le travail? Qu'est-ce qui a motivé que tu continues ce travail-là avec le psychogestionnel? C'était je sais que j'avais on avait commencé le travail, on avait fait plusieurs séances, et après je sentais comme une urgence, comme une échéance, qu'il y avait des choses qu'il fallait que je termine avant d'être maman. À la fois parce que je sentais que j'en avais besoin, parce qu'il fallait que c'était là maintenant qu'il fallait que je le fasse pour être sûre d'être la mère la plus juste et la plus bienveillante possible, parce qu'on vise aussi ça quand on est enceinte, surtout d'un premier. Et l'autre chose, c'est je me disais, je savais qu'après, quand mon bébé sera là, pendant un certain laps de temps, j'aurais pas le temps d'aller travailler sur moi-même. Tu serais moins au cœur, en fait, moins la priorité du moment. Oui, ce qui me paraissait normal. Donc, pour moi, j'avais des choses encore à régler. Et puis, un peu cette peur de ne pas vouloir transmettre ça à notre enfant. Et puis, en plus, on sait très bien que quand on est enceinte, déjà, le fœtus, même l'embryon, il ressent déjà beaucoup de choses. Ouais, il a tout en mémoire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le processus des séances, dans le déroulé des séances, on fait donc la première séance qui est la séance de reconnexion à son enfant intérieur. Ensuite, s'il y a des traumatismes, on vient travailler sur les traumatismes éventuels. Ensuite, les prisons de la mère, les prisons du père. Puis, on vient travailler sur sa propre naissance. Oui. Et la séance suivante, c'est sur la période fœtale, donc quand on est dans le ventre de notre mère. Et je trouve que ces séances, elles sont hyper fortes et assez impressionnantes. Et là, on ne peut pas nier l'évidence que notre corps a une mémoire, parce que consciemment, nous n'avons pas de souvenir de notre naissance. Sauf que quand on fait les séances, c'est assez fou les ressentis que les personnes verbalisent dans leur corps, les sensations, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, ce qu'elles expérimentent, juste en reconnectant par l'intention, en fait, consciemment, reconnectant à cette mémoire, à cet instant de leur vie. Et c'est important aussi, donc je sais pas si toi tu te souviens de la séance que tu as faite sur la naissance et quel souvenir t'en gardes, mais en tout cas, c'est très intéressant de travailler sur sa propre naissance avant soi-même de donner la vie, parce qu'en fonction de comment on a vécu sa propre naissance, comment ça s'est passé pour notre mère, ça peut créer aussi dans l'inconscient certaines peurs, certains blocages aussi, même jusqu'au corps physique, qui va peut-être moins s'ouvrir facilement. D'ailleurs, j'en profite ici pour dire l'importance de travailler sur soi
quand il y a eu des traumatismes et notamment des violences sexuelles. Ouais, j'allais t'en parler que moi j'avais subi des attouchements sexuels et c'était la sage-femme qui m'avait posé la question parce que je ne savais pas que ça pouvait avoir des conséquences sur... des conséquences. Un impact sur l'accouchement, donc ça me paraissait normal parce que attouchement sexuel, c'est qu'on vient toucher à l'intimité et quand on accouche, c'est un moment intime. Donc on comprend que voilà, il y avait un lien. Donc c'était important pour moi de travailler dessus. Et du coup, je pense que voilà, ça a fait du bien. Je pense que c'était vraiment important pour moi de travailler là-dessus, quoi. On comprend qu'il y a un lien. Je me souviens j'avais vu sur les réseaux un spot télévisé un peu, mais ça avait été relayé. C'était les Italiens. Et ah oui, je me rappelle. Ils prenaient en vidéo, ils montraient à quel point donc le moment de la naissance, de l'accouchement pour une femme, c'est un moment de grande intimité et ça fait partie de notre sexualité. Et du coup, pour montrer l'aberration quelque part d'où nous en sommes aujourd'hui dans la façon dont on accouche, c'est-à-dire dans une salle avec de la lumière, des gens qui rentrent et qui sortent, au niveau du jeu hormonal. Et donc dans ce spot italien, ils montraient donc un couple qui est sur un lit en train de faire l'amour, mais sauf que c'est dans une salle d'hôpital, comme si ils allaient accoucher, mais ils s'apprêtent à faire l'amour. Et ça montre à quel point c'est impossible typiquement d'avoir un orgasme, d'avoir du plaisir dans une situation pareille. Et en fait, je trouve que le parallèle, alors moi je me suis beaucoup intéressée à la naissance orgasmique, à toutes ces naissances où au début je me disais mais comment ça ? Moi on m'a toujours parlé de la souffrance, la douleur. T'enfanteras dans la douleur et tout, puis il y en a qui ont un orgasme au moment de la naissance, mais c'est quoi ce bordel qu'on nous aurait caché ça. Et en fait, quand on comprend tout ce jeu hormonal qui se joue au moment de la naissance, que ça fait partie de la sexualité et qu'en effet, d'allumer la lumière, que tout le monde rentre, des gens que vous avez jamais vus de votre vie et tout, c'est sûr que vous pouvez toujours vous brosser pour avoir un orgasme. Et puis vous avez une chemise, en bas vous êtes nu, quoi. Donc je vous êtes ça, les jambes écartées, juste ça. Que vous vous sentez à l'aise chez le gynécologue quand vous avez les jambes écartées avec les parties à l'air. Donc il y a tout ça. Donc en effet, ça fait complètement sens de s'il y a eu des abus sexuels, s'il y a eu des traumatismes liés à la sexualité, quelle qu'elle soit. Ça peut même être un premier rapport amoureux qui s'est pas bien passé, ou enfin voilà. Ou un rapport au corps compliqué. Aussi, son propre rapport au corps, c'est important d'aller le travailler pour libérer et guérir aussi cette blessure, pour que le corps au moment de la naissance puisse complètement s'ouvrir et laisser passer ce bébé, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui nous parlent de ce rapport, cette corrélation entre la sexualité et l'accouchement. Bon, après tu parlais de la lumière et du monde, pour autant il peut y avoir des accouchements à l'hôpital et ça peut quand même se passer bien, mais même s'il y a des choses qui sont un peu dérangeantes, mais ça veut pas dire que ça va forcément se passer mal par rapport au jeu hormonal. Mais c'est vrai qu'on à la lumière de ce que tu dis, de l'enseignement finalement que tu donnes, ou les lumières ou les pistes que tu donnes par rapport à l'accouchement physiologique, ça permet de mieux comprendre le pourquoi du comment. Bien sûr. Mais l'idée, c'est pas bien sûr qu'on peut continuer à accoucher à l'hôpital et que ça se passe très bien, mais c'est de nous, en tant que femmes, avoir à l'esprit les conséquences que notre environnement peut avoir pour le prévenir le plus possible. Parce que moi, je suis sûre que dans les hôpitaux, petit à petit, plus on sera nombreuses à avoir conscience de l'importance que ça a d'être préservé, d'être dans ce cocon, ce bain hormonal, plus on va pouvoir le verbaliser, plus on sera nombreuses à le demander, et plus nos demandes elles seront respectées, d'une lumière tamisée, est-ce que c'est possible de rentrer discrètement, qu'il y ait peut-être moins de personnes qui rentrent, enfin je sais pas. Déjà maintenant, quand elles font un toucher vaginal, elles posent la question, que je suis sûre qu'avant elles devaient pas poser la question. Elle dit attendez, je vais regarder, et puis hop, terminé, quoi. Donc c'est vrai que ça évolue, il y a du chemin, mais déjà voilà, de le savoir nous, déjà c'est déjà énorme. Ouais, de savoir dans la physiologie, de savoir aussi que nos émotions ont un impact fort, donc que ce soit d'ailleurs je trouve dans la grossesse, toutes les peurs qui peuvent ressurgir. Tout, c'est hyper intéressant pendant la grossesse. C'est pour moi l'opportunité aussi, on a encore ce temps-là pendant les 9 mois,
d'aller guérir des blessures qui peuvent ressurgir, peut-être qu'on n'avait pas en conscience, et qui là, elles ressortent et ça devient fort en fait, avec parfois même des symptômes physiques, de l'angoisse, de l'oppression, des problèmes de sommeil, des cauchemars, enfin vraiment de ne pas prendre ça par-dessus l'épaule et de plutôt se dire ok, il y a quelque chose là. Et puis savoir qu'il y a des professionnels avec qui on peut en parler, exactement. parce que je pense qu'un gynécologue, une sage-femme, je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent répondre par rapport à ça, mais que oui, pendant la grossesse, on va surtout regarder finalement au corps physique ce que tu as dans le sang, ton taux de glucose et toutes les analyses qu'on va regarder, mais je pense qu'il y a vraiment des choses au niveau du mental ou du ressenti émotionnel qu'il faut en parler, il faut que ça sorte, et c'est vrai que c'est là que c'est le moment aussi d'aller régler ça, d'aller me toucher le doigt dessus et de dire à quoi ça me renvoie, qu'est-ce que je pourrais faire, et c'est vrai que je t'en parlais avant, quand je regarde sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de mamans qui aujourd'hui osent parler que le postpartum c'est difficile. Avant on n'en parlait pas du tout de ça, que des fois il y a des moments, oui c'est difficile parce que l'enfant est totalement dépendant de nous et on ne fait que de s'occuper de lui. Donc et même quand on est très réceptif émotionnel, on se fait un peu manger parce que on fait que de répondre à ses attentes, donc on s'occulte totalement, et il y a des moments on a besoin d'être épaulé, d'être entouré, d'avoir des réponses. Alors des fois faut pas hésiter, quand il y a une réponse qui nous convient pas ou qui résonne pas en nous, on va en chercher une autre, on va demander une expérience. Des fois on a une copine avec qui on était super amis, mais on n'a pas la même vision de l'enfantement ou de la même vision de l'éducation. Aller discuter avec une autre personne, là ça me convient plus, ça me fait plus, ça résonne plus juste en moi, et du coup je pense que je reste persuadée que s'il y a des choses qu'on travaille avant, au niveau émotionnel, au niveau de sa connexion à soi, le postpartum peut quand même être plus facile. Ou alors si on a des problèmes, parce qu'on a beau vouloir essayer de tout régler, il y a toujours des choses qui ressortent et c'est normal. On va pas dire que le psychogestionnel c'est tout ok, après tout va bien, mais au moins on sait où aller chercher les outils pour aller régler certaines choses. Oui, puis dans ce que tu dis, il y a cette notion, si jamais on a grandi avec le fait dans une sorte de don de soi, et même pourquoi pas pour être aimé par ses parents, il faut faire ci, il faut faire ça jusqu'à s'en oublier, peut-être que dans la lignée, après, pour être aimé par son enfant, il faut complètement se donner jusqu'à s'en oublier. Ouais. D'ailleurs, on le voit, moi je le vois souvent avec des mamans qui viennent au cabinet et qui me disent à quel point elles se sont laissées glisser, elles se sont oubliées. Et je me retrouve même avec des mamans qui ont des enfants qui ont plutôt une dizaine d'années en fait. Elles ont donné quasiment une grande partie de leur vie, elles se sont oubliées, puis un jour les enfants grandissent, font leur vie, et puis elles arrivent en face de moi, puis elles me disent mais en fait j'ai plus goût à rien, je sais plus qui je suis, il y a plus rien qui me donne envie, je sais même plus dire ce qui me fait plaisir. Et en fait oui, elles se sont complètement perdues, oubliées, et là la sonnette d'alarme il est temps de l'activer, mais peut-être qu'en amont elle aurait pu l'être aussi si ces femmes, elles avaient eu la connaissance de l'importance de continuer de prendre soin de soi, de pas s'oublier. Mais tout ça, parfois, on a beau le dire, oui, il faut prendre soin de soi, mais prendre soin de soi, c'est pas juste prendre rendez-vous chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur, parce que le nombre de femmes qu'on voit, même sur les réseaux sociaux, elles viennent d'avoir un bébé, c'est bon, tout va bien, je me suis fait faire les ongles, je suis épilée, j'ai fait mon brushing. Ouais, trop bien. Non, mais on parle pas de ça du tout, quoi. C'est important, mais il y a pas que ça. C'est important, mais c'est pas suffisant. Et tu vois, moi, je me rappelle une discussion que j'avais eue avec toi, donc quand j'avais eu mon bébé, où tu m'avais dit, fais aussi attention à te garder un peu de temps pour toi, donc accepter de faire garder son enfant, en l'occurrence à la crèche, ce qui a été quand même assez difficile d'accepter de laisser son enfant ailleurs, dire mais est-ce qu'il va être bien, Et j'avais dit, mais tu vois, je l'ai posé à la crèche et je suis rentrée à la maison, mais le seul truc que j'ai fait de l'après-midi, c'est de me mettre sur mon canapé. Là, premier réflexe, culpabilité, je n'ai rien fait. Et en fait, juste le fait que toi, tu me dises, c'est ok en fait. C'est comme... Non, mais c'est très bête ce que je vais dire, mais c'est comme si
toi, une personne extérieure ou une maman, donc qui a une certaine valeur et expérience, me donnait l'autorisation que c'est ok de rien faire. Et c'est super important de rien faire. Mais le problème c'est que je pense qu'on est dans une société où, tu sais, parce qu'au début tu te dis je vais en profiter, vu que je vais être sans mon bébé, je vais en profiter pour ranger, je vais en profiter même pour prendre un bain, je vais en profiter pour m'avancer pour cuisiner. Et en fait, quand tu rentres, des fois, t'es tellement vidé que t'as juste envie de te poser et surtout de rien faire, mais t'as la culpabilité. Mais en fait, voilà, juste que tu mets, entre guillemets, c'est bête, dire donner l'autorisation, c'était ok pour moi. Mais il m'a fallu quand même du temps, tu vois, et parce que c'est des choses qu'on n'entend pas. Ouais, et je pense, oui, je suis d'accord avec toi, il y a cette notion de la superwoman aussi, tu vois, qui va tout gérer et tout jusqu'à s'épuiser. Et il faut pas oublier que quand on a un bébé et qu'il est avec nous à la maison, la sollicitation, elle est permanente. Des moments off, on n'en a pas. Des moments, on vient récupérer. Et ça, on l'appréhende pas quand on est enceinte. Parce qu'on se dit, ça sera ok quand il dormira. Mais en fait, ça dépend des bébés. Il y a des bébés qui sont cool, mais... S'il dort, déjà. Oui. Il y a même un jour où il dort, mais si c'est la nuit, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, tu dis, au moins tu peux dormir. Mais du coup, Enfin, moi, je sais que je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait, que j'aurais le temps de rien. Que quand t'as les bébés les premiers mois, mais si déjà le matin t'as réussi à te doucher et t'habiller, mais juste ça, c'est énorme. Alors que tu vas en parler avec, je sais pas, une tante, une cousine, elle va te dire, quoi, tu lui as changé la couche, tu lui donnes à manger, tu veux bien prendre ta douche. Non, en fait, non, ça prend tellement de temps et pour moi, t'arrives à l'appréhender. Sauf si t'as eu une sœur ou une tante où tu l'as vue. Oui. Et comme on en parlait, voilà, les liens familiaux aujourd'hui font que on est un peu isolé et on a moins vu ce qui se passait quand on était enfant, on n'a pas vu la tante ou qui avait des enfants. Et du coup, voilà, c'est que quand t'es vraiment dedans que tu te rends compte. C'est sûr, dans l'expérience et en fonction des besoins de ton bébé, s'il a besoin des bras beaucoup, donc le portage, donc tout ça, oui, Le kit main libre. Ouais. ton temps alloué juste à toi et en effet, les moments de régénération et du rien, ils sont hyper importants. Et c'est c'est ces moments-là qui vont permettre derrière d'être disponible, d'être dans la disponibilité à l'autre. Oui. Et je trouve que quand en effet, parfois on se sent agacé ou que c'est dur parce que forcément on traverse des moments comme ça, et de se dire ok, en fait là j'ai juste besoin de rien faire. Et c'est normal et il le faut. Ouais, et c'est même vital. Donc ça fait partie du... Ouais, mais tu l'entends pas. Enfin, pour moi, tu l'entends pas, ça. Ouais, la notion de... Oui, puis c'est pas l'exemple qu'on nous donne. Merci Jessie avec pour plaisir. ton témoignage sur sur le psychogestionnel, cet outil merveilleux de guérison de l'enfant intérieur. J'espère que ça vous aura donné des pistes et il y a plein d'autres outils et de thérapies brèves. Il y a même la kinésiologie. Il y a vraiment plein d'outils qui peuvent permettre de travailler sur soi de cette manière-là. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder ou à aller même sur mon site Anaïs Roinard Naturopathe. J'ai fait toute une page sur le psychogestionnel, ce que c'est, en quoi c'est utile et voilà, sur quel chemin ça vous emmène, parce que c'est un chemin après, un long chemin. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt.